Alors, je vous présente nos deux conférencières ce matin, Paul Lebel et Barbara Filion. Madame Lebel est médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive et professeure agrégée de clinique à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Elle a consacré sa carrière au domaine du vieillissement. Madame Filion est ergothérapeute depuis 20 ans et détient une maîtrise en pédagogie des sciences médicales. Elle a toujours travaillé auprès des personnes aînées. Alors, bienvenue, mesdames, ce matin. Je vous laisse la parole et bonne visioconférence à tout le monde. Merci beaucoup de cette magnifique invitation. Nous sommes ravis d'être avec vous aujourd'hui. J'aimerais vous dire que je partage cette information en connaissance de cause, étant issue du groupe des 65 ans et plus moi-même, étant grand-maman de trois petits-enfants. Alors, ce dont on va parler aujourd'hui, je le vis. Donc, je me sens très, très près de vous et je laisse la parole à ma collègue Barbara. Oui, bien, bonjour à tous. Bien, je suis vraiment, on est ravis d'être avec vous aujourd'hui pour parler d'un sujet là, qui nous tient à cœur puis qu'on travaille là, depuis quand même plusieurs années, là, Paul et moi. Donc, Paul, je te laisse débuter avec le plan de la présentation. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ensemble cet avant-midi? D'abord, on va parler du fait que participer socialement, c'est vraiment un facteur important pour notre santé. En corollaire, l'isolement et la solitude peuvent nous amener beaucoup de problèmes de santé. C'est ce que nous verrons ensemble. Comment traverser des périodes de transition de la vie qui sont associées au vieillissement, comme la prise de la retraite, le décès d'un proche, un déménagement, et le faire avec une résilience sans s'isoler? Nous allons reprendre ces périodes de transition pour vous laisser quelques messages clés et des ressources à consulter si vous en avez besoin. Et puis finalement, on va parler des choix qui s'offrent à nous pour demeurer actifs socialement à travers notre vieillissement. Une toute petite conclusion. Alors voilà le plan. Alors participer socialement, un atout pour la santé, oui, et pour la société parce qu'on peut être utile jusqu'à notre mort de façon diverse. Et ce sentiment d'utilité, on y reviendra, est très important. Comment pouvons-nous lutter contre la solitude et l'isolement? Prochaine diapo. Alors, d'important au tout début de bien clarifier la différence entre l'isolement social et le solitude qui sont très près. Alors, l'isolement social, c'est quelque chose de très objectif qu'on peut mesurer. C'est la quantité de ressources de soutien qu'on a autour de nous et la qualité des liens qu'on a avec ces personnes en termes d'échange, de réciprocité. La solitude, c'est plus un sentiment, c'est une perception intérieure de ne pas avoir assez de personnes autour de nous et de ne pas avoir complètement comblé nos besoins de relation. Donc, ça veut dire que finalement, on peut avoir peu de contacts, être isolé socialement, mais ne pas souffrir de solitude. Et on peut aussi avoir beaucoup de contacts sociaux, ne pas être isolé, mais souffrir de solitude. Par contre, dans ces deux grands concepts, tous les deux peuvent amener des conséquences sur la santé et notre bien-être. Prochaine diapo. Vous savez, l'Organisation mondiale de la santé, cet été, au mois de juin, a lancé un très grand document qui s'appelle De la solitude aux liens sociaux. C'est un document que vous pouvez retrouver sur l'Internet facilement, en français, en anglais. Et il nous alerte de façon internationale sur l'importance de la solitude et de l'isolement social pour tous les groupes d'âge. Les deux groupes d'âge les plus marqués, ce sont les jeunes et ce sont les aînés. Ces deux groupes-là sont appelés malheureusement à souffrir de solitude et l'OMS nous engage à travailler très fort dans chacun des pays du monde à lutter contre cet isolement et cette solitude. C'est ce que l'on fait à notre direction régionale de santé publique depuis 2015. On s'est vraiment attardé à ce déterminant de la santé.
Et l'OMS nous amène, quelles sont les causes de l'isolement social et de la solitude? D'abord, un mauvais état de santé qui fait qu'on a des problèmes de mobilité ou des difficultés qui nous restreignent dans nos contacts sociaux. Des faibles revenus qui nous amènent à avoir peu d'argent pour aller vers l'extérieur et vers les autres. Des questions de personnalité, des personnes plus timides, des personnes qui ont difficulté à établir des bons contacts sociaux puis que tout le monde évite. Dans les quartiers et les communautés, est-ce que les déplacements sont facilités, sont sécuritaires, même en hiver, lorsqu'on a de la neige et du verglas? Ça peut isoler. Les phases de transition de la vie, puis c'est de ça qu'on va vous parler aujourd'hui, plus en détail, qui font qu'on est à risque de s'isoler, par exemple, lors d'un déménagement. Et puis aussi les services numériques qui peuvent être à la fois une source de lien avec l'extérieur, surtout si on est un immigrant et qu'on veut contacter notre famille, mais aussi qui peuvent vraiment être, par la fracture numérique, chez les aînés, par exemple, avoir de la difficulté à utiliser les services numériques ou d'avoir de la difficulté à s'acheter l'équipement qui est nécessaire et à l'utiliser et le mettre à jour. Alors, voilà toutes les causes d'isolement social et de solitude. Et aujourd'hui, on s'attarde aux phases de transition. Pourquoi c'est important de contrer la solitude et l'isolement? Moi, je vous avoue qu'en 2015, lorsqu'on a commencé à regarder l'isolement social, j'ai été absolument estomaquée des données qu'on a trouvées qui sortaient de grandes études qui se faisaient à travers le monde. D'abord, la mortalité peut être augmentée de 50% chez les personnes qui sont seules ou qui vivent un isolement social. L'hospitalisation peut être 4 à 5 fois plus grande. On peut avoir des impacts négatifs sur notre santé cardiovasculaire, euh, les accidents vasculo-cérébrales, la santé cognitive, la santé mentale, dont le stress, l'anxiété, la dépression. Bref, tout notre bien-être et notre qualité de vie peut être vraiment modifié par l'isolement et la solitude. En plus, on est à risque accru de maltraitance, autant financière, physique que psychologique. Euh, on peut aussi avoir des comportements défavorables face à notre santé, la dénutrition, de l'inactivité physique, de la sédentarité, une consommation d'alcool plus élevée, de cannabis, de tabac. Et aussi, lorsqu'il y a des catastrophes naturelles, que ce soit des canicules, des inondations, des feux de forêt, le fait d'être isolé, de vivre seul, de se sentir seul, peut nous rendre beaucoup plus vulnérables et nous amener à une récupération beaucoup plus lente après ces grandes catastrophes naturelles. Et aussi, comme on est isolé, on ne peut pas contribuer à la société comme on le pourrait si on faisait partie de groupes sociaux et qu'on faisait partie vraiment de notre communauté. Mais aussi, ce qu'on doit dire, c'est que à la prochaine diapo, il y a des facteurs individuels qui vont jouer dans ce phénomène d'isolement et de solitude. Le fait de vivre seul, bien entendu, le fait d'avoir un faible revenu, de faire partie d'une minorité sexuelle, faire partie d'un groupe d'immigrants, également d'avoir un très faible réseau social, d'être un proche aidant. On va revenir là-dessus tout à l'heure. Alors, voilà tous des facteurs individuels qui nous mettent plus à risque, mais il y a aussi des facteurs environnementaux. Et l'un de ceux sur lesquels on travaille beaucoup en santé publique, c'est l'agisme. Donc, le fait d'être traité différemment seulement à cause de notre âge et d'être exclu socialement. Les jeunes peuvent vivre de l'agisme, les personnes aînées peuvent vivre de l'agisme et c'est très insidieux. Et comme on le verra, on peut soi-même avoir un agisme en se disant, ah ben moi j'ai 85 ans, c'est plus pour moi, alors que peut-être c'est encore pour vous. Euh, Aussi, l'insécurité dans un quartier qui fait qu'on n'a pas le goût de sortir, on a peur.
Et si la vie communautaire de notre quartier est peu animée, qu'on n'a pas beaucoup d'offres de participation sociale adaptées à qui on est, ça aussi, ça peut être un facteur qui joue. Ce qu'on voit, nous, en santé publique, c'est qu'il faut un cumul de ces facteurs qui va jouer sur notre solitude et l'isolement. Et on a fait des études intéressantes à Montréal. On va regarder la prochaine diapositive. On a fait une étude montréalaise en 2022, lorsqu'on était en pandémie. Plus de 7 000 personnes aînées de 55 ans et plus ont été interrogées et une personne sur cinq, 20 éprouvait un sentiment d'être isolé des autres. Et c'était vrai particulièrement chez les femmes, les personnes qui vivent seules, les personnes qui ont des difficultés fonctionnelles avec leur mobilité, entre autres, ou leur audition. Des personnes immigrées récemment, c'était une personne sur deux qui vivait ce sentiment d'isolement. Et l'autre chose qu'on a noté dans cette étude, c'est que le sentiment d'être utile à la société était particulièrement touché. Donc, chez les personnes de 85 ans et plus de 50 se disaient inutiles. Chez les femmes, 40 chez les personnes qui avaient des limitations de leur fonction, 43. Et on sait que le sentiment d'utilité est relié de près avec le sentiment de bien-être et de santé mentale. Donc, des éléments qui montrent que c'est un phénomène qui est présent à Montréal, qui est présent au Québec, partout. Prochaine diapo. Donc, avant d'aller plus loin, on veut préciser ce qu'on entend par résilience parce qu'on va en parler tout au long de la présentation. En gros, la résilience, c'est notre capacité à s'adapter, à remplir notre boîte à outils personnelle avec différentes ressources, à continuer de s'épanouir malgré les défis puis les changements là, qui surviennent au cours de la vie, puis y compris les changements qui surviennent avec le vieillissement. Donc, pour le amorcer, hein, les transitions de la vie qui peuvent nous isoler en vieillissant, mais tu sais, on recule là, donc à partir de 50 ans, puis tout au long du vieillissement, on traverse toutes sortes de grandes étapes. Puis souvent, on n'en parle pas, hein, c'est comme le cours, le long, ça suit son cours, puis on passe à travers, mais on n'en discute pas, puis nous, on veut les mettre en lumière. Il y a bien sûr la prise de la retraite qui est une première étape charnière, puis plusieurs d'entre vous, ça doit être déjà fait. Ensuite, il y a le rôle de proche aidant qui peut commencer bien avant la retraite, hein, puis qui va chevaucher différentes transitions tout au long de la vie. Donc, parfois, ça commence dans la quarantaine, la cinquantaine, puis ça se poursuit tout au long de la vie. On pense au deuil qui se multiplie avec l'âge, hein, que ce soit des êtres chers ou encore la perte de nos animaux de compagnie à ne pas négliger. Les déménagements, pour le nommer, qu'ils soient volontaires ou non, ben, ça constitue une transition qui est importante, hein. Si on s'en va dans un nouveau quartier, un nouveau milieu de vie collectif, comme une résidence pour aînés, ben, ces changements-là entraînent quand même si ça peut être positif, une perte de repères. Puis ça peut être lié aussi à la diminution de nos capacités, donc c'est important là, de bien préparer cette transition-là. Il ne faut pas non plus négliger la perte du permis de conduire, hein, qui représente un véritable tournant. Le permis offre un grand sentiment de liberté, puis son retrait, ça impose un réapprentissage, que ce soit par l'usage du transport collectif quand il y en a dans sa région, ou de développer des nouvelles façons là, de se déplacer en toute sécurité. Chacune de ces étapes-là vient avec son lot de défis, mais et peut fragiliser, puis parfois même nous isoler. Puis c'est là que je pense que notre rôle en santé publique prend tout son sens, hein, d'aider les aînés à développer leur résilience là, pour mieux traverser ces différentes transitions. Comment on peut développer là, sa résilience en amont des transitions? Bien, dans les études, on a identifié différents moyens, des stratégies efficaces là, pour développer sa résilience, puis mieux vivre les transitions euh, de vie là, afin d'agir en prévention de l'isolement. D'abord, l'une des premières étapes, ben, c'est ce que vous faites aujourd'hui, c'est s'informer, c'est connaître les ressources qui sont disponibles près de chez soi. C'est, dans le fond, toutes les ressources là, qu'on va vous présenter aujourd'hui sont importantes, dans le fond, à consulter pour vous, mais je pense que vous, tu sais, ça peut être une bonne occasion de les partager à votre entourage aussi. Plus on s'informe, mieux on se prépare, ben, plus on est outillé à faire face là, aux différents changements qui surviennent.
Ensuite, chaque personne doit identifier ses propres facteurs de risque, qu'ils soient personnels ou environnementaux. Paul les a énumérés tout à l'heure. Fait que, tu sais, par exemple, si je vis seule, qu'est-ce que ça implique pour moi? Si j'ai traversé plusieurs deuils, ben, comment ça m'affecte au quotidien? Le fait de reconnaître ces risques, ben, ça permet de chercher les bonnes ressources ou de demander le bon type d'aide au bon moment. C'est aussi important de prendre conscience de son propre auto-agisme, hein. La façon, dans le fond, l'auto-agisme, c'est la façon de se percevoir, de s'empêcher de faire des activités en raison des idées qu'on se met dans la tête qu'on est trop vieux, trop vieille pour faire certaines choses. Une façon de contrer ça, ben, c'est de favoriser les contacts intergénérationnels entre les différentes générations. Donc, ça peut être des plus jeunes adultes, mais ça peut être aussi avec les adolescents, les enfants. Ça peut être un excellent moyen de combattre ses propres préjugés, ceux des autres, puis vivre des nouvelles expériences, puis aller à la rencontre de l'autre. Enfin, pour veiller à entretenir ou à bâtir son réseau social tout au long de sa vie. C'est d'autant plus crucial une fois retraité parce qu'on a moins accès à notre réseau plus informel là, au travail. Donc, enrichir celui qu'on a développé tout au long ou en développer tu sais, de nouvelles relations, ben, c'est essentiel là, pour rester inclus puis engagé dans sa société, dans sa communauté, c'est-à-dire. Dans cette section, on va aborder les messages clés, les ressources à connaître, puis pour chaque transition, ça permet de mieux comprendre les enjeux, de normaliser les émotions, puis de trouver des solutions là, pour éviter de s'isoler. Donc, je sais que plusieurs d'entre vous ont déjà franchi ce passage depuis quelques années, mais pourquoi parler de retraite aujourd'hui? Bien, parce que beaucoup de personnes, la retraite, ça marque le premier grand point de bascule au cours du vieillissement. Tout à coup, on doit redéfinir qui on est, quels sont nos rôles, nos relations, nos occupations. Puis c'est vrai qu'un grand vide peut s'installer. Un sentiment de vertige peut être vécu quand on se demande, mais qu'est-ce que je vais faire du reste de ma vie? Surtout quand on réalise que le vieillissement, là, ça peut durer plus de 40 ans. Donc, la retraite, c'est une période qui nous amène à réfléchir. Est-ce que je suis toujours alignée avec mes valeurs, avec mes envies? Ben, comme tout grand changement, il faut réapprendre à se redécouvrir, à gérer son temps, à créer un nouvel équilibre, une routine stimulante, trouver des occasions de socialiser, puis surtout, ben, un nouveau sens à cette nouvelle phase de la vie. J'aime rappeler que dans le mot retraite, il y a le mot retrait. Mais c'est exactement ça, c'est l'inverse que ce que nous voulons promouvoir aujourd'hui, là. Au contraire, on encourage les gens à rester actifs, connectés, engagés. Que la retraite devienne une période où on continue de s'épanouir, de partager ses savoirs, ses compétences, ses expériences avec son entourage, avec sa communauté, puis avec toute la société. Parce qu'au fond, la retraite, c'est pas une pause prolongée, c'est une nouvelle phase pleine de potentiel. Paul et moi, on a rencontré des personnes qui s'approchaient de la retraite ou qui venaient tout juste de la prendre dans différents groupes de discussion. Puis leur témoignage nous a beaucoup éclairés. Je vous en lis deux qui parlent d'eux-mêmes. Un, c'est Gilles qui nous a dit qu'il a dû refaire ses contacts sociaux à la retraite parce qu'il a perdu sa gang au travail puis qu'il n'en avait pas développé à l'extérieur du travail. Ça a été difficile pour lui. Puis il y a Jane qui nous disait que sa compréhension pour avoir vu plein de monde prendre leur retraite, ben, c'est qu'il y a une lune de miel au début. Mais plus la job était frustrante, plus on se dit que on va s'éclater, on va faire toutes sortes d'affaires une fois retraité. Ça dure un an ou deux, puis ensuite la vraie vie reprend le dessus, puis des fois on ne sait pas par où aller, on s'ennuie. Ce que les gens recherchent, on a noté qu'il y a du bonheur, de la flexibilité, des moments pour échanger, une écoute attentive, de l'autonomie, puis même la possibilité de continuer à exercer du leadership. Mais on a aussi entendu des besoins très concrets. Certains se retrouvent avec un revenu insuffisant, d'autres veulent socialiser davantage, s'impliquer, rester stimulés et actifs. Puis ça peut être de toutes sortes de façons, là, en apprenant une langue, en voyageant ou en développant ses habiletés en informatique. Même si ça fait un moment qu'on a franchi le cap de la retraite, c'est important de prendre un pas de recul de temps à autre avant de se plonger dans de nouvelles activités. Prendre le temps de réfléchir à ses intérêts, à ses rêves, à ses aspirations, plutôt qu'agir sur un coup de tête. Il faut se rappeler qu'il n'y a pas d'âge pour continuer à apprendre, à se développer puis à s'épanouir.
C'est à partir de tous ces constats puis de nos lectures qu'on a élaboré notre premier feuillet éducatif que vous voyez à l'écran sur la préparation d'un point de vue psychosocial à la retraite. Parce que les personnes ont souvent eu beaucoup d'informations au cours de leur vie pour la préparation financière, mais tout le côté social est moins discuté, disons. À chaque grande transition de vie, il y a un lot d'émotions qui vient avec. Certaines sont positives, comme le sentiment de liberté, le soulagement des contraintes du travail, le plaisir d'avoir du temps pour soi. Mais il y en a aussi qui sont plus difficiles. Puis je pense que ça vaut la peine aussi de les identifier, hein, comme l'ennui, la perte de repères, la peur de l'avenir. Le plus important, ben, c'est de les reconnaître, d'en prendre conscience. Ça aide à les apprivoiser, à éviter qu'elles nous freinent ou qu'elles nous isolent. Dans les témoignages qu'on a recueillis et même dans ce qu'on retrouve dans la littérature, ces émotions-là reviennent souvent. Elles peuvent évoluer dans le temps, puis c'est pour ça qu'on a développé là, des outils d'information pour normaliser ces émotions. Notre but, c'est de sensibiliser le plus de personnes possible à cette réalité, de faire connaître les ressources qui existent, puis que chacun de vous devienne un peu un ambassadeur de ces messages dans son entourage. Paul, c'est à toi. Ton micro est fermé. Alors, nous venons de parler de la retraite, on va parler d'une autre transition de vie quand on devient grand-parent. Ça peut se faire dans la cinquantaine, ça peut se faire plus tard, mais l'âge moyen au Québec de la prise de fait de devenir grand-parent, c'est 68 ans. Et puis, ça se fait dans un contexte particulier, on viendra, les familles ont beaucoup changé. Nous, on a écrit 3 feuillets sur le rôle de grands-parents qui vont s'adresser au fait de mener un nouvel équilibre de vie, qui a des bénéfices autant pour les aînés que pour les petits-enfants, que pour les parents, qu'on peut exercer toute une diversité de rôles de grands-parents. La communication est essentielle pour rester en contact positif avec nos enfants et nos petits-enfants et que des mauvaises communications ne nous isolent pas, ce qui serait très dommage. Et puis, tout en étant grands-parents, comment continuer à faire d'autres activités sans être happé par ce rôle? Et puis, il y a aussi des droits de grands-parents. On n'en parlera pas beaucoup aujourd'hui, mais c'est présent dans les feuillets dont on va vous mettre la référence tout à l'heure. Et sachez qu'il y a une association des grands-parents du Québec qui peut vous aider s'il y a des problèmes à voir vos petits-enfants. Il y a une loi au Québec qui permet aux grands-parents de rester en contact avec leurs petits-enfants. Prochaine diapositive. Alors, retenons qu'aujourd'hui, 2021, bon, il y a à peu près 60% des familles qui sont traditionnelles, c'est-à-dire biparentales, mais il y a quand même 30% des familles qui sont monoparentales et 11% qui sont des familles recomposées. Alors, le rôle de grand-parent peut être complexe dans ces situations et vous amener à vivre avec beaucoup plus de personnes qu'avant. Et donc, la communication est importante. Euh, L'autre chose, c'est que comme les femmes ont des enfants plus tard qu'avant, ben, l'âge au moment où on devient grand-parent, est retardé. Et aussi, il y a moins de petits-enfants par famille, donc vous pouvez créer des liens encore plus privilégiés avec ceux-ci parce qu'il y en a moins par famille. Prochaine diapo. Alors, ici, là, c'est une diapositive très, très chargée. Vous allez pouvoir lire le feuillet, mais ce qui est important pour Barbara et moi, c'est de vous dire que les effets bénéfiques, autant pour les grands-parents que pour les petits-enfants, sont très, très nombreux. Par exemple, pour le grand-parent, euh, ça peut vraiment être une source de joie et de bonheur. Se sentir plus jeune, se sentir plus utile. On apprend avec nos petits-enfants. Ils nous amènent dans leurs jeux informatiques. Ils nous amènent avec la nouvelle musique de leur temps. Donc, on reste très présent dans la société, dans les activités sportives, culturelles. En plus, on peut avoir des intérêts communs,
Jouer aux échecs, ça peut être une passion autant pour notre petite fille que la grand-maman, puis on le fait ensemble. On peut développer des nouvelles passions ensemble. Aussi, comme grands-parents, on peut transmettre énormément l'histoire de la famille, l'histoire de la société et faire en sorte que nos petits-enfants se sentent en filiation avec la famille, se sentent appartenir à une communauté culturelle. C'est très important. Et puis aussi, le fait de côtoyer les petits, de les voir vivre, passer à travers l'enfance, l'adolescence, jeune adulte, ça peut briser des préjugés qu'on peut avoir par rapport à la jeunesse. Du côté de nos petits-enfants, eux aussi, le fait d'être exposés tôt à leurs grands-parents, ça peut enlever des préjugés face au vieillissement. Ça peut les aider dans leur persévérance scolaire parce que si les grands-parents sont là pour l'aide aux devoirs, l'aide au français, ben, ça peut être très utile aussi pour les aider en mathématiques, en sciences, etc. Et puis aussi, c'est énormément de stabilité qui peut être là, présente dans le cas de séparation du couple. Alors, vraiment des avantages de part et d'autre. Prochaine. Paul, Oui, j'aurais le goût peut-être oui, peut-être de compléter oui. que si vous n'avez pas vos propres petits-enfants, mais vous pouvez jouer ce rôle-là aussi avec des enfants de votre entourage. Tu sais, je pense que le lien filial, oui, on en a parlé, mais tous ces bénéfices-là sont aussi vrais avec des enfants de qui vous êtes proche là, dans votre entourage. Oui, des grands-parents d'adoption. Je Exact. pense que ça, c'est intéressant de le voir. Et il y a une association aussi qui vise à pairer des personnes aînées avec des enfants qui n'ont pas de grands-parents. Donc, grands-parents substituts, c'est très intéressant aussi. Et partout au Québec, cette association-là joue un rôle important. Maintenant, on a parlé des communications tout à l'heure qui sont essentielles à ce que ça se passe bien avec les parents et les enfants du côté des grands-parents. Alors, si on revient rapidement là-dessus, d'abord, la communication des grands-parents avec leurs enfants, c'est toujours délicat, ça demande un doigté. Et je pense que la première question qu'on peut poser comme grand-parent, comment je peux vous aider? Puis là, vous allez peut-être être surpris que c'est peut-être pas d'aller garder le petit ou la petite, mais c'est peut-être de préparer un repas qui les aiderait beaucoup. Donc, de poser la question. L'autre chose, c'est respecter les décisions des parents et les règles d'éducation. Alors, si vous gardez le petit et que l'heure du coucher, c'est 20 heures, ben c'est de respecter le 20 heures, tel qu'à la maison. D'exprimer régulièrement votre confiance dans les capacités des parents. Vous savez, les parents se remettent beaucoup en question. Est-ce que je fais la bonne affaire? C'est tout ça qu'il faut que je fasse. Mais le fait que vous leur dites, hey, t'es un bon parent, vous ne pouvez pas savoir comment ça fait du bien de l'entendre. Ça donne des forces pour continuer. D'éviter d'être critique envers nos enfants et nos petits-enfants. Il faut les accepter tels qu'ils sont. C'est très important et les aimer tels qu'ils sont. Pas essayer de vouloir les changer. C'est probablement trop tard pour que ça soit fait. Maintenant, précisez vos disponibilités et les activités que vous pouvez faire. Ça, c'est très important parce que, par exemple, supposons que vous avez une activité sportive qui est très importante pour vous et que vous ne le dites pas et qu'on vous demande de garder juste à ce moment-là, ben, vous allez être mal pris. Alors, c'est mieux de le dire à l'avance quelles sont vos disponibilités, puis vos enfants vont les respecter. Toujours démontrer une attitude d'ouverture et de tolérance par rapport au comportement de vos petits-enfants et de vos enfants. Puis exprimer le privilège que vous avez qu'ils vous aient fait une place comme grands-parents. Parce qu'il y a des parents qui ne veulent rien savoir des grands-parents et veulent se débrouiller seuls. Alors, c'est un privilège d'être là et de pouvoir grandir nos petits-enfants. Prochaine diapo, puis n'hésite pas, Barbara, hein, si tu veux rajouter d'autres choses, là, vas-y. Maintenant, euh, communiquer comme grands-parents avec les petits-enfants directement. La première chose, c'est de démontrer de la bienveillance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de l'amour. Ça veut dire des gestes empreints de tendresse. Ça veut dire donner du temps à ses petits-enfants.
Et tout ça dans une atmosphère joyeuse, sans tension. Le privilège d'être grand-parent, c'est que on n'est pas nécessairement au travail et que on a du temps devant soi, puis il n'y a pas de pression du temps, alors que les parents sont toujours dans un horaire de vie effréné. Donc nous, on peut ramener un temps qui est privilégié. Et essayer d'éviter d'être peureux. On s'en va au parc, puis là, on a peur de tout, 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 là. Oh, monte pas là-dedans, ça, c'est dangereux, alors qu'il le fait tous les jours. Donc, restreindre un peu nos peurs, accepter de voir s'envoler nos petits-enfants, et puis ne pas avoir une autorité intransigeante. Essayer de se diriger vers celle des parents, ou sinon, ben, d'être peut-être de temps en temps des grands-parents gâteaux qui font plaisir, mais pas tout le temps. Il faut respecter les règles familiales. Oh, une autre. Évitez de vous plaindre constamment de vos douleurs, de vos maladies, de vos inquiétudes financières. Toutes ces peurs-là, vous les transmettez à vos petits-enfants et ils n'ont pas à vivre ça. Et puis finalement, évitez d'avoir des attentes irréalistes face à vos petits-enfants. Donc, une banalité, exiger des câlins alors qu'ils n'ont pas le goût d'en donner. Il y a d'autres moyens de montrer son amour que par des câlins. Alors, prochaine diapo. Puis je peux vous dire que moi, comme grand-maman, euh, j'ai appliqué ces conseils-là dernièrement parce que j'ai eu à faire une cohabitation avec la famille de mon fils qui faisait rénover sa maison. On a été les deux familles pendant 6 mois ensemble et j'ai relu souvent les éléments de communication pour pas faire de gaffe et ça a été très, très utile. Le deuil. Le deuil, c'est quelque chose de très important. Des pertes, on en vit constamment en vieillissant. Perte de l'audition, perte de la mobilité, perte d'un animal de compagnie, perte de sa maison qu'on a toujours aimée. Il a fallu changer de lieu de vie, mais les pertes les plus importantes, c'est les êtres chers qui nous entourent. Alors, comment vivre un deuil sans s'isoler avec des ressources et des gestes très concrets? Et pourquoi on est à risque de s'isoler dans un deuil? C'est que les décès s'accumulent en vieillissement, c'est normal, les gens deviennent de plus en plus vieux. On perd un conjoint, on perd un frère, une sœur, un ami intime qu'on avait depuis le secondaire, toutes sortes de personnes, un neveu, une nièce à laquelle on était très attaché, un voisin avec qui on avait quand même beaucoup d'échanges. Donc, ça rétrécit notre réseau social. En plus, si le deuil est plus difficile à vivre, on les accumule, puis à un moment donné, l'élastique, notre résilience, n'est pas toujours grande. À un moment donné, on n'est plus capable de faire face, puis on peut se mettre à s'isoler à cause de beaucoup de tristesse, puis on se sent fatigué, puis on n'a plus le goût d'investir. On peut avoir peur de vivre une nouvelle perte. Alors là, après avoir vécu 4, 5 personnes très chères, on n'a plus le goût d'aller se faire un nouvel ami parce qu'on se dit tout d'un coup que je le perds encore. Ben non, il faut oser encore se faire des nouveaux amis. Alors c'est important. Après ça, le processus de deuil, il peut être sous-estimé par notre réseau social qui ne nous donnera pas toute l'empathie et l'accompagnement. Puis des deuils importants, comme un deuil animalier, perdre son chien ou son chat, les gens ne réalisent pas comment c'est un être qui est très important pour nous, puis qui nous amène à sortir dehors, d'aller marcher avec, de rencontrer des voisins, des gens sur la rue. Alors, moi, ma sœur a perdu ses 2 chiens en l'espace d'un an. Ça a été un deuil très, très difficile parce qu'elle vit seule, elle n'a pas de conjoint. Il a fallu qu'elle passe à travers des étapes très, très difficiles. Puis finalement, les changements de nos conditions de vie, si par exemple, la personne qui meurt, on cohabitait avec elle, ben là, ça commence à amener des problèmes importants pour le prix du loyer, ça peut amener un déménagement. Ou si la personne nous véhiculait souvent parce qu'on a des problèmes de mobilité, donc, toutes ces choses-là peuvent aussi restreindre nous amener à des problèmes plus tard. Alors, je vois le temps qui passe. Il y a plusieurs moyens de se protéger de la solitude et de l'isolement. Et puis, je vais vous dire qu'un de ceux qui nous est très cher, Barbara et moi, c'est exprimer sa peine à travers les arts, que ce soit l'écriture, la peinture, la musique, l'artisanat. Et puis, pour certains, c'est l'activité physique, dans laquelle on déploie beaucoup.
d'énergie puis qui nous font nous sentir très bien. Puis il y a toutes les ressources locales qui peuvent nous aider, des associations d'aînés, des centres communautaires, etc. Maintenant, prochaine diapo. Euh, Chaque deuil est unique. On a beaucoup parlé des phases du deuil de Madame Kubler-Ross, mais ces phases de deuil, on ne les vit pas nécessairement de la même façon tout le monde. Et puis le rythme du deuil est différent. Des personnes vont le régler en 3, 4 mois. Ils vont se sentir mieux. D'autres, ça va jusqu'à 2 ans avant de se sentir beaucoup mieux. Mais la classe clé, enfin, le message clé, c'est demander de l'aide si vous avez des difficultés de passer au travers. Alors, la prochaine diapo, on vous met toute une série de ressources que vous pouvez consulter dans votre communauté. Si ça va moins bien, puis vous avez vraiment des problèmes de sommeil, puis d'anxiété et tout ça, vous pouvez aller voir votre médecin de famille ou des ressources dans vos services de première ligne. Puis, si jamais là, vous avez besoin d'une aide plus spécialisée, il existe une panoplie de ressources et on vous a mis ici les sites web qui peuvent vous amener vers la ressource de votre région, de votre ville. Donc, on vous amène à les consulter. Prochaine diapositive, le rôle de proche aidant. Ça peut vraiment isoler. Alors, vous avez deux témoignages ici d'une dame, sa maman a 90 ans et elle veut prendre sa retraite. Elle s'occupe déjà beaucoup de sa maman, mais elle a peur qu'après sa retraite, elle soit complètement prise dans la proche aidance et elle a peur et elle dit, il faut que je fasse attention à moi. Et ce réflexe de faire attention à soi, il est très important à garder. Dans l'autre cas, il s'agissait de l'aîné d'une famille qui a encore ses parents vivants et puis qui a un frère qui est en situation de handicap. Alors, elle s'occupe d'un peu tout le monde, puis elle aussi, elle ne réalisait pas que ça l'amènerait à faire autant d'investissements de sa personne. Donc, ça peut nous isoler d'être proche aidant. Prochaine diapo. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? D'abord, s'identifier comme proche aidant. Ça a l'air simple de dire ça, mais des fois, ça fait partie du quotidien, puis on n'a pas réalisé qu'on avait ce rôle-là. Et aussitôt qu'on s'en aperçoit de façon vraiment rapide, identifier les ressources autour de nous qui peuvent nous aider, d'autres frères et sœurs, des amis, des voisins de cette personne à qui on peut demander de l'aide en fonction de leurs compétences spécifiques. Pour un, c'est de la surveillance, pour l'autre, c'est préparer un repas, pour l'autre, c'est de gérer les finances de la personne, etc. Puis, sachez qu'il existe plusieurs services de répit, gardiennage, stimulation, services de conseil, de groupes de pairs. Et pour savoir ce qui existe dans votre région, il y a le site web Proche Aidance Québec qui offre tous les services en fonction de votre région. On vous suggère de le consulter précocement. Et Barbara, Oui. tu as parlé de cesser de conduire. Tout ce qu'on veut dire là-dedans, c'est que commencer précocement à utiliser des moyens alternatifs de transport. Moi, je me promène beaucoup encore en auto pour différentes raisons, mais depuis 2 ans, j'ai décidé que j'utilisais les transports en commun beaucoup plus fréquemment qu'avant. Mon conjoint utilise son vélo régulièrement. Toutes ses courses, il les fait à vélo. Donc, alors qu'on est encore jeune dans notre vieillissement, c'est le temps d'amener des alternatives de telle sorte que quand on ne pourra plus conduire, on est déjà habitué à utiliser des moyens alternatifs. Et je vais vous dire, c'est pas drôle de se faire dire par la Société d'assurance automobile du Québec, vous ne pouvez pas conduire. C'est vraiment un choc. Donc, si on a déjà créé des alternatives, on aura un choc beaucoup moins grand. Et pour les proches, c'est beaucoup moins d'anxiété aussi de savoir que la personne a des alternatives. Prochaine. Donc,
Oui, c'est ça. Donc, faire des choix qui vous conviennent parmi les activités sociales qui sont disponibles, c'est essentiel. Il y a une grande diversité de façons de rester actif. Donc, la participation sociale, ça prend différentes formes. Ça peut être aussi simple que passer du temps avec sa famille et ses amis, pratiquer une activité sportive ou culturelle, idéalement en groupe, hein, pour rester connecté, ou encore donner du temps comme bénévole. Ça peut aussi être du mentorat, peut-être continuer de travailler à temps partiel ou même lancer un projet là, entrepreneurial. Pour certains, c'est aussi s'impliquer directement dans leur communauté par de l'engagement citoyen ou politique. Bref, il y a mille et une façons de rester actif socialement, puis chaque forme compte. Donc, nos outils, c'est concrètement, là, on a développé une série de feuillets pour aider les gens à mieux se préparer aux différentes transitions. Ça donne des pistes de réflexion, de solutions, des ressources. Il y a différents témoignages justement pour encourager la participation sociale sous toutes ses formes. Ils sont disponibles en français et en anglais. On les a pensés là, justement pour qu'ils soient diffusés largement. Puis on a aussi créé une trousse là, qui regroupe les différents feuillets thématiques au même endroit. Puis aussi une boîte à outils avec différentes affiches personnalisables à imprimer, des bannières si vous êtes membre d'organismes communautaires ou de réseaux sociaux, puis que vous voudriez les utiliser ou amener ça aux organismes que vous fréquentez, c'est tout à fait possible, là, c'est libre de droit. Puis enfin, on a aussi fait un recueil complet qui inclut les feuillets là, sur la préparation psychosociale à la retraite, l'activité physique en groupe, le bénévolat, l'entrepreneuriat social et la grand-parentalité. Puis ça facilite, dans le fond, la diffusion puis l'impression. Tout est regroupé dans un même document. Puis par exemple, on les a distribués dans les bibliothèques de l'île de Montréal, justement pour consultation sur place. Fait que ça, c'est des exemples là, pour vous donner des idées. Peut-être juste mentionner le site web. Ah, je vais le mentionner à la fin, le Parfait, site web. merci. Ouais. Donc, le feuillet sur favoriser la pratique de l'exercice physique, mais en groupe, particulièrement justement pour rester en socialisation, ben, c'est un feuillet où on a questionné des gens retraités sur la première recommandation à faire à une personne nouvellement retraitée, puis la réponse avait été claire, c'était bouger en groupe. Pourquoi? Ben, parce que ça évite de s'isoler, ça permet de rencontrer des nouvelles personnes, de rester motivé aussi à pratiquer de l'activité physique. Puis les études le confirment, l'activité physique apporte une foule de bienfaits, non seulement sur le corps, l'esprit, mais aussi sur le moral. Donc, c'est une belle occasion de socialiser, de tisser des nouveaux liens. L'idée, c'est de rester attentif à ce qui se passe dans son milieu, dans son voisinage. Bref, les occasions de bouger ensemble, ça manque pas. Mais s'il n'y en a pas, vous pouvez être la personne qui démarre ce genre d'activité-là entre amis ou voisins. Ça n'a pas besoin d'être toujours sous un format formel ou organisé. Ensuite, une autre belle façon de s'impliquer dans sa communauté puis de se sentir utile, ben, c'est le bénévolat. On le sait, hein, depuis la pandémie, le bénévolat a beaucoup diminué. Plusieurs bénévoles là, de longue date ne sont pas revenus en poste, puis pourtant les organismes communautaires ont toujours besoin de bénévoles comme vous pour continuer à fonctionner. C'est pour ça qu'avec les centres d'action bénévole, on a produit une série de 4 feuillets. Donc, le premier, c'est celui qu'on voit à l'écran. Ça présente le bénévolat au sens large. Ça montre les effets positifs, hein, se sentir utile, donner du sens à ses actions, avoir du plaisir, continuer à apprendre, rencontrer des nouvelles personnes. Bref, plein de bonnes raisons de s'y mettre ou de recommencer à s'impliquer si on l'était déjà. Le feuillet invite aussi à réfléchir quel type de bénévolat me conviendrait, quels sont mes intérêts, mes expériences que je pourrais partager. C'est à la fois un outil d'information et de questionnement. L'idée, c'est d'aider les gens à trouver une implication qui leur ressemble. Dans la série sur le bénévolat, on met aussi en lumière 2 autres formes spécifiques de bénévolat. D'abord, il y a le bénévolat relationnel. C'est celui qui mise sur la présence humaine, l'écoute, puis les liens authentiques. On parle, par exemple, de lignes d'écoute téléphonique, de visites d'amitié ou encore de projets de pairage intergénérationnel.
Ensuite, il y a le bénévolat de compétences. Là, l'idée, c'est de mettre à profit ces expériences du passé, ces savoir-faire pour aider un organisme à grandir ou à être plus efficace. Ça peut être de la rédaction, de la traduction, ça peut être du soutien informatique, ça peut être des travaux mécaniques ou de construction, ça peut être si on était coiffeuse dans la vie, ben, mettre ça à profit de façon bénévole. Donc, finalement, le quatrième feuillet de cette série-là, ça oriente les gens vers les ressources concrètes pour découvrir les offres de bénévolat près de chez eux, dans le fond, partout au Québec. Une autre forme de participation sociale qu'on a décidé de mettre de l'avant, c'est l'entrepreneuriat social. C'est entreprendre, non pas seulement pour soi, mais pour répondre à des besoins collectifs. C'est mettre son expérience, ses talents au service de projets utiles et parfois même générer un revenu supplémentaire. L'idée derrière ce feuillet, c'est de montrer qu'il n'y a pas d'âge pour innover. On peut développer un nouveau projet, offrir un service, des produits ou des solutions qui répondent à des besoins de sa communauté. On a créé ce feuillet-là en collaboration avec l'organisme Présage, qui mise justement sur l'innovation sociale. On y trouve aussi des questions réflexives à se poser avant de se lancer pour s'assurer que le projet corresponde vraiment à nos aspirations. Bref, l'entrepreneuriat social, c'est une autre façon de rester actif, de contribuer, puis même si on le souhaite, de réintégrer le marché du travail à sa manière. En conclusion, rester actif socialement, c'est bien plus qu'occuper son temps. C'est protéger sa santé physique, nourrir sa santé mentale, cultiver son sentiment d'utilité, puis renforcer sa résilience. La retraite, c'est pas une fin, c'est une nouvelle étape. Osons aller vers les autres, puis c'est ensemble que l'on vieillit en santé. On vous a mis, c'est ça, dans le fond, ici, on a besoin de vous pour partager ces ressources autour de vous. Tous les feuillets sont disponibles en ligne sur le site du réseau Résilience Aînés-Montréal. Actuellement, il est en panne, mais ça devrait être résolu là, dans les prochains jours. Puis bientôt, ce sera aussi disponible sur le site de la Direction de la santé publique de Montréal. C'est une vitrine pour tous. On vous invite à les utiliser, à les partager dans vos milieux, avec vos proches, dans vos communautés. Puis Paul et moi, on vous remercie beaucoup pour votre attention. Puis on aimerait aussi peut-être mentionner qu'on aimerait avoir vos commentaires, vos suggestions d'amélioration dans le formulaire d'évaluation là, que vous compléterez par la suite, là. Nous, ça va nous permettre d'ajuster la conférence puis de répondre vraiment aux besoins des gens. Merci beaucoup. Je parlais. Bonjour. Je vous remercie au nom de tous les membres ici présents aujourd'hui et de Sylvie, notre responsable aux membres, et moi-même, directrice générale adjointe. Alors, pour cette excellente présentation, je vais ajouter aussi pour, lorsque vous recevrez l'évaluation, s'il y a des items en particulier de la présentation, des sujets que vous aimeriez qu'on élabore, on pourrait réinviter à nouveau Mme Lebel, Mme Filion, pour discuter de ce sujet-là. Alors, parce que c'est un domaine très, très large, hein, il y a beaucoup d'informations. Alors, certainement, on peut réorganiser à nouveau d'autres visioconférences sur des sections en particulier. Alors, on vous encourage fortement de répondre au sondage qu'on va vous envoyer par courriel. Alors, donnez-nous quelques jours, le temps qu'on prépare aussi l'enregistrement et tout ça pour que ce soit disponible. Alors, sans tarder, on va commencer la période de questions. Donc, dans le chat, je ne sais pas si on n'en avait pas il y a quelques instants, mais aussi, vous pouvez utiliser la fonction de lever la main dans Zoom pour poser une question ou nous faire signe comme ça, mais idéalement, le chat serait le mieux et puis on peut vous inviter à parler. Alors, Sylvie, est-ce qu'on a une question dans le clavardage? Non, il y avait quelques commentaires OK. pour lesquels j'ai pu répondre. Oui, Quelqu'un a mentionné que Barbara, tu parlais un petit peu trop vite. Donc, peut-être que tu pourrais regarder ça pour la prochaine fois. Non, il n'y a bon, pas d'autre chose. c'est Fait bon. donc, Alors, est-ce qu'on a des questions? Est-ce que certaines personnes, je vais regarder là, avec tous les participants, est-ce que quelqu'un lève la main, a des questions à adresser à nos conférencières? tout était trop clair, je crois. Oui, c'est ça. C'était vraiment intéressant. Moi, Alors, de toute façon, j'aurais une question à vos participants. J'aimerais allez-y. savoir, euh, je suis sûre que parmi vous, il y en a plusieurs qui ont vécu des deuils.
Ouais. Quelle a été la façon que vous avez utilisée pour ne pas vous isoler lors de ce deuil? J'aimerais ça vous entendre là-dessus. Ou OK. sur une autre phase de transition, la prochaine danse, par exemple. Où est-ce que Les vous gens, avez... C'est ça. Alors, on aimerait vous entendre sur vos stratégies à vous. les gens pourraient y penser, Paul, puis mettre ça dans le formulaire Oui, de oui, on pourrait rétroaction. reposer. Peut-être s'ils ont des questions, des commentaires Oui. sur comment qu'ils ont réussi à sortir de la phase du deuil, c'est intéressant. Mais là, on a un membre, Monsieur Charles Pelletier. Alors, si vous voulez poser votre question ou votre commentaire ou réponse à cette question. J'ai- Ah, OK, tu vois, la question ben, elle était plus spéciale par rapport à la prochaine danse. Oui, mon épouse est décédée au mois de mars dernièrement. Et puis, j'ai été son prochain aidant presque un an. Et puis, il y a une belle-sœur qui était très amie avec elle, qui a mal réagi à son décès. Puis, en bon québécois, a capoté. Ça, c'est une affaire. On l'a vécu. Mais où je veux en venir, c'est que elle me reprochait des façons d'aider mon épouse de prochaine danse. Donc, je ne connaissais pas ça, la prochaine danse. Donc, le médecin dit, il faut vous buvez vidéo, madame. Fait que moi, je donnais des bouteilles d'eau. L'autre a dit, non, il ne faut pas que tu fasses ça, c'est elle qui décide. Puis là, elle a commencé à choquer après moi. Puis là, j'ai appelé Prochaine Danse Québec. Puis là, ils m'ont dit, oui, en réalité, oui, il faut attendre que la personne, si elle est capable de demander, qu'elle demande. Hmm. Bon, ça fait que là, ben, j'ai dit à Suzanne, garde, je vais t'amener de l'eau quand t'en demandes. T'es capable, puis t'es quand même capable de te lever pour en chercher s'il faut. Puis il faut que je sois capable de pallier à ton manque. C'est ce que je me rappelle qu'on m'a dit. Ça, c'est beau. Mais où est-ce que j'ai eu une grosse, grosse, grosse difficulté, puis je l'ai encore d'ailleurs, euh, c'est que euh, la belle-sœur et Suzanne, qui a eu des métastases au cerveau, euh, ils sont un peu alliés avec le système de santé. La travailleuse sociale à l'hôpital de Gatineau s'est mêlée de ça. Et puis, on m'a accusé de maltraiter Suzanne. Et puis, j'ai pas réussi à sortir de ce cercle-là. Fait que, ça fait que je pense que c'est un point qu'il faut adresser dans le sens de dire, lorsqu'il y a une difficulté spéciale, mais Proche Aidance Québec aurait dû être capable de me donner des conseils. Je sais pas. C'est un petit peu ça que je me dis. Mhm. Merci, merci, Monsieur Pelletier. Pouvez-vous intervenir, oui, en Oui, réponse? oui, je vois, Charles, que c'est encore une situation qui est souffrante pour vous. Et ça a été difficile comme trajectoire, là. Euh, et je crois que vous avez besoin d'aide. Et là, il faut aller la chercher rapidement parce que moi, je pense que vous avez tout donné, ce qu'il y avait à donner. Vous avez été extrêmement présent, mais là, c'est compliqué quand tout le monde se met de la partie puis commence à dire fais ci, fais ça, c'est pas ci, c'est pas ça. Mhm. Alors, un soutien beaucoup plus près pour vous connaître davantage serait utile à ce moment-ci et l'aurait probablement été aussi utile avant. Juste un simple conseil, c'est pas suffisant. Probablement qu'un groupe de pairs, des groupes de proches aidants animés vous auraient aidé énormément pendant cette période-là. Alors, moi, je vous conseille d'aller vous chercher de l'aide et puis les choses que vous allez voir vont se replacer pour vous tranquillement. Ayez espoir. Ouais, si moi, ça se place, mais j'ai toujours été un travailleur autonome. Je me reconnais comme une personne fonceur, optimiste et positif. Oui. Et puis, c'est comme ça que je m'en vais. Et Parfait. puis, j'ai été chercher de l'aide. J'ai vu le travailleur social de la GMF, de mon médecin. J'ai Voilà. discuté 6 fois avec un psychologue, docteur en psychologie spécialisé en oncologie. J'ai rencontré un autre psychologue, un tatin. Excusez l'expression, c'est pas tout le monde qui est compétent, malgré les titres. Je ne devrais pas dire ça, excusez-moi. Et puis, euh, aller chez de l'aide, j'ai essayé. Et puis, on dirait que ça colle pas. Mais de toute façon, le point de vue, je voulais le relever ici pour rester dans le cadre Mhm. collectif, si on veut, Oui. Mhm. c'était de dire, euh,
quand ça dérape, c'est qui peut aider? C'est ça un petit peu. Voilà, Mm. voilà. Et Puis puis l'aide, vous dites, c'est aussi, bon, mais pendant qu'on le vit, t'as pas là l'aide. oui, mais là, je pense que c'est le temps aussi de vous approprier d'autres activités sociales. L'exercice, je ne sais pas si vous en faites, va être Ah oui, je suis vraiment masseur à Compostelle. aidant. Parfait, excellent. Ah, Alors, continuez là-dessus. Et puis, peut-être que d'autres groupes à rencontrer, mais le temps va faire son œuvre. N'oublions pas, le temps guérit, hein. Et puis, absolument, absolument. je vous félicite pour toutes les démarches que vous avez faites. C'est Mhm. exactement ce qu'il fallait faire. Bravo, bravo, Monsieur Charles, bravo. Merci beaucoup, madame. Et puis, bon Merci, succès, M. bon succès. Pelletier. Merci bien. Oui, on vous souhaite le meilleur. On a un petit commentaire. Quelqu'un a écrit: J'ai perdu mon chat de 12 ans jeudi passé, je sors faire du vélo. Alors, ça, c'est sa façon de- 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 d'améliorer cette perte, le contexte de cette perte. Alors, on n'a pas d'autres questions à ce que je vois. Euh, on a un commentaire de Mme Gamache. Avant le décès de mon mari, j'avais dû commencer. Oups, excusez, je le vois dessus. Est-ce que tu le vois, Sylvie? Peux-tu le lire au complet? Oui. Avant le décès de mon mari, j'avais déjà commencé à être usagère partenaire au CISO et j'ai continué pendant plusieurs années à m'impliquer dans les soins de santé. Après son décès, j'ai dû me refaire un réseau social après 10 ans de proche aidance. Oui, ça prend beaucoup de courage que de se recréer ce réseau. Moi, je vous félicite de l'avoir fait et puis j'espère que vous allez bien actuellement. Alors, on va terminer sur ceci. Je ne pense pas qu'il y a d'autres questions. En tous les cas, encore là, lorsqu'on va vous envoyer le courriel avec toutes les informations, vous pouvez toujours vous adresser aux conférencières si vous avez des questions à la suite d'aujourd'hui. Donc, on vous remercie infiniment pour votre participation. La prochaine visioconférence va être le 25 septembre, une conférence sur la sensibilisation au cancer du sein. Alors, vous allez recevoir les invitations comme à l'habituel via des messages ciblés de notre bureau à votre adresse courriel. Alors, merci encore, Mesdames Lebel-Filion, et on vous souhaite une excellente journée. Au Merci revoir. beaucoup. Merci Au revoir, bonne beaucoup. journée tout le monde.